Eh bien, c'est messieurs, dames, bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo concernant le jeu de cartes à collectionner Babylon 5 CCG, CCAD, comme vous l'avez remarqué, comme toujours. Et eh bien voilà, je voulais faire une petite aparté sur la vidéo règle que j'avais proposée la dernière fois là sur YouTube. Vous l'avez peut-être vu si vous avez cliqué sur celle d'aujourd'hui du coup. Parce que je trouvais qu'il y avait un certain nombre de paramètres qui n'étaient pas... voilà, c'était pas très clair, c'est un jeu qui est vraiment très ambivalent. Il y a beaucoup de choses à savoir pour une première partie. Je sais pas encore dans quel ordre vous allez voir la partie que j'ai filmée déjà avec mon ami Alex, ou si vous allez la voir avant cette petite parenthèse ou après. Mais voilà, aujourd'hui c'était juste des nouvelles infos pour ceux ou celles que ça intéresserait, pour y voir un peu plus clair donc sur le jeu Babylon 5. Alors, là si je regarde vers le bas, c'est que je suis en train de me dire que j'ai oublié mes binocles, mais c'est pas grave, si je n'arrive pas trop à voir, eh bien on regardera si je peux aller les rechercher tout à l'heure. Bah écoutez, j'espère que vous allez bien, et sans plus tarder, on va tout de suite se baser un petit peu sur le, sur le playmat. Voilà, donc aujourd'hui j'ai mis le playmat Centauri, parce que il est aussi magnifique, hein. Merci encore à Alex, mon ami slovaque, qui a donc produit tout ça, hein, comme je vous avais dit. Donc, aujourd'hui, comme on a déjà vu la règle principalement donc sur les formats de jeu, comment positionner son deck, à quoi sert un ambassadeur, quel est le but du jeu avec, vous savez, le power, hein, qu'on va calculer entre le power qu'on aura obtenu ici, plus le nombre d'influences, le premier qui arrive à 20 à gagner, grosso modo. Sinon, donc, c'est quand Babylon 5 atteint 20, c'est-à-dire quand la station Babylon 5 atteint 20 influences, eh bien c'est le premier joueur qui a c'est le joueur qui a le plus de power qui l'emporte, le joueur ou la joueuse évidemment. Alors, eh bien, ce que je vous propose, parce que j'ai pas trop préparé aujourd'hui la vidéo, c'est qu'on reprenne un petit peu quelques boosters et qu'on parle un petit peu des choses qu'on peut trouver dedans au niveau des cartes. Je vous avais montré qu'il y avait par exemple des marques, là je pensais à ça avant de commencer la vidéo. Donc on va regarder un petit peu de plus près. Si on peut pas en trouver, et puis je vais en parler, hein, en parallèle. Je vais faire défiler rapidement, et puis on va voir si on peut trouver quelque chose qui correspond avec, à ce dont je voulais vous parler. Alors je sais pas pour vous, mais moi à chaque fois dans les jeux de cartes à collectionner, j'ai un mal fou à ranger mes cartes parce que j'ai pas assez de classeurs, puis voilà, ça revient cher à force d'acheter des pages ou autre. Je finis par regarder quelles sont les cartes qui m'intéressent dans un booster et éventuellement extraire la rare, et le reste je le laisse à l'intérieur. C'est bête, hein, parce que juste avec quelques boîtes à chaussures ou autre, on pourrait stocker plus facilement. Alors j'ai mes decks à proximité, si ça dure trop longtemps là pour trouver des choses intéressantes à dire, je vais prendre mes decks. Alors voilà, par exemple là, une petite rare, Sébastien. Ça va nous permettre d'accéder donc déjà à la question de ce sigle-là que vous voyez, je ne sais pas si vous le voyez là. Donc ça, c'est le sigle Vorlon. Donc, on a la même chose avec un autre cycle Shadow. Donc, pour ceux ou celles qui connaîtraient la série, les Vorlons et les Shadows, donc c'est deux anciennes races, très très puissantes. Et, attendez. Hop, on va prendre ça. Voilà, comme ça j'ai mes deux decks ici. On va pouvoir regarder de plus près un petit peu la différence et à quoi ça correspond. Donc voilà, là par exemple vous avez une Délène que je vous avais déjà montré, qui a une marque un peu bizarre ici, dont on parlera tout à l'heure. On a la marque Vorlon, et puis derrière j'ai une carte de mon jeu Centauri qui est un peu plus tournée Shadow, avec la petite espèce d'araignée volante, là ça c'est le fameux Shadow. Voilà, on dirait une Tégénère ou une Folk, je sais pas trop. Donc ces deux signes-là, déjà ce qu'il faut savoir c'est que vous ne pouvez pas dans votre jeu, une fois que vous êtes en train de jouer, attendez, j'ai un petit problème, voilà. Vous ne pouvez pas avoir et une marque Shadow et une marque Vorlon, ou plusieurs marques Shadow avec une... Enfin voilà, vous pouvez pas, vous avez compris, mélanger en fait les deux. Le terme anglais là pour ça c'est Tainted, c'est-à-dire en fait le jeu, votre faction elle est teintée de Vorlon ou teintée de Shadow. Si vous avez effacé, ou si des choses vous effacent vos marques Shadow ou vos marques Vorlon, vous n'êtes ni teinté Shadow ni teinté Vorlon. Donc voilà, vous pouvez pas avoir les deux en même temps. À quoi ça sert?
Ben, tout seul, en fait, ça sert à rien. C'est que vous avez en fait des cartes qui vont déclencher finalement eh ben, des effets de jeu sur... voilà, si vous avez par exemple 3 Shadows, vous pouvez jouer ça. Si vous avez 2 Vorlons, vous pouvez jouer ça. J'ai un très bon exemple à vous montrer dans le jeu Centauri que j'ai fait. Par exemple, ce type-là, là, on l'avait déjà vu, je crois, il demande une marque Shadow pour jouer, mais il en fournit une ensuite, vous voyez en bas. Il en demande une dans votre faction, mais il en fournit une. Donc en fait, moi, ce que je fais pour mettre les marques Shadow, soit vous utilisez en fait, de toute façon, les petits tokens, là, les petits jetons qui sont distribués dans les boîtes de jeu starter, Great War et Psycorp, je crois, où vous allez les dépuncher, puis vous pouvez mettre des petits jetons Shadow ou Vorlon, alors soit sur des personnalités, soit sur des locations, soit juste dans votre faction ou sur votre agenda. Enfin voilà, les cartes indiquent clairement qui doit porter les marques Shadow. Mais généralement, quand on vous demande ayez par exemple 5 marques Shadow, bah c'est 5 marques Shadow chez vous. Pareil pour Vorlon. Voilà, puis il y en a un autre par exemple qui est assez... qui requiert pas mal de marques. Je vais vous montrer jusqu'où ça peut aller, parce que c'est vrai que c'est assez... voilà, ça c'est donc un personnage Shadow, hein, un peu gris. Vous voyez, par exemple, là, il en fournit 3 en bas. Et par contre, il demande 8 Shadow Mark pour être sponsorisé, c'est-à-dire être joué, vous savez, dans le rang du bas, en tapant quelqu'un du Inner Circle, c'est-à-dire dans ce rang-là, ambassadeur ou quelqu'un d'autre. Pour pouvoir le jouer ici, c'est déjà une restriction. Une fois qu'il est joué, après, bah, pour le faire monter, pour le faire promoter, en fait, ici dans le Inner Circle, ce sera juste son coût, plus le nombre de personnes qui sont déjà dans l'Inner Circle, voilà. Donc voilà, c'était juste une petite parenthèse pour parler un petit peu des Shadows et des Vorlons. Franchement, on n'a pas besoin d'y passer des heures, parce qu'il n'y a pas grand chose à dire en fait. Mais là, voilà, cette vidéo, je voudrais un petit peu parler un petit peu des... désolé pour la redondance, mais des marques, parce que c'est quand même intéressant. Ici, là, pour ceux qui l'ont vu, ça, c'est le sigle Destinée, donc c'est la marque Destinée. Quand on vous demande de purger une marque de Destinée, par exemple, il faudra l'effacer, il faut retirer le token que vous aviez mis dessus pour le symboliser, mais c'est une marque de Destinée. Tout seul, ça sert à rien, mais généralement, vous avez, surtout en Minbari et en humain, parfois en Centauri, moins en armes, je trouve, vous avez des effets assez positifs qui vous demandent par exemple de purger une destinée pour gagner de manière permanente par exemple 2 de diplomatie ou des trucs comme ça. Donc généralement c'est quelque chose d'assez positif et il n'y a pas de retombées négatives. C'est vraiment une sorte de monnaie d'échange assez intéressante. Ça, c'est le sigle que Delen voit apparaître sur son front, hein, pour ceux ou celles qui s'intéresseraient à savoir ce que ça représente. C'est pas le triluminaire, comme certains pensent, mais c'est vraiment le signe un peu bleu bizarre en triangle qui apparaît sur son front lorsque elle croise Morden, en fait. Voilà, dans la saison 2, je crois. 2 ou 1, je sais plus. Alors, on a encore d'autres petites choses à voir. Regardez, par exemple, celle-là, là, bah, justement, voici le triluminaire. C'est un announcement. Là, on demande donc par exemple une destinée et une Vorlon marque. Enfin, c'est pas en demande, c'est ça donne une destinée marque et ça donne une Vorlon marque. Ça donne une Vorlon marque, voilà. Alors là, on a la Strife. On va passer un peu outre la destinée parce qu'il n'y avait pas grand chose à dire. La Strife, ce petit truc là, donc ça veut dire quand il est attaqué ou quand vous attaquez, eh bien ça colle 2 dommages de plus de la valeur justement sur laquelle il attaque. Par exemple, si j'attaque quelqu'un en intrigue qui est en train par exemple d'opposer mon conflit d'intrigue, eh ben j'arrive dans le conflit, je dis je tape Lénir et je vais te taper en intrigue de 3 plus 2. Plus 2 pour chaque Strife mark, donc c'est très très violent. Généralement les Narns sont un peu plus spécialisés en Strife, donc c'est sympa. Il y a des membres en fait de la Warrior Caste Minbari qui les ont aussi, ouais, donc c'est vraiment sympa. Donc Strife c'est vraiment effectif voilà, en combat, donc il n'y a pas grand chose à dire de plus. Hop, je vais mettre ça de côté. Et puis, on va continuer à regarder un peu les boosters. Ah, ministre Virini, sympa. Ouais, mais il est un peu dur à jouer. 5 de diplomatie, 3 d'intrigue, il coûte 8. Tous les support caractères Centauri ont moins en intrigue quand Virini est détapé. Donc c'est plutôt un truc un peu pénible. Il coûte pas très cher pour de bonnes stats quand même, c'est ça qui est bien. Mais bon. Rampage, une très bonne carte aussi.
Là, je suis en train de regarder, vous voyez, requires, donc demande une shadow mark pour être joué, vise un ennemi, le prochain tour, il doit initier un conflit ou perdre une influence. C'est pas mal ça, on contrôle un petit peu pour créer des pièges avec un deck qui possède des marques shadow. Donc là, voilà, en plus, c'est les boosters shadow, hein, comme on les avait déjà vus sur une autre vidéo que j'avais faite avant. Je sais pas si vous l'avez déjà vu, si ça vous intéresse, une petite rare, là, Talarine 2. De Minbari justement, qui est jouable seulement en Minbari. Là je suis en train de regarder en fait pour vous trouver d'autres marques, parce qu'il y en a une dernière. J'espère pouvoir la trouver, parce que sinon je sais pas où en trouver, j'ai mes cartes un petit peu à gauche et à droite. Je vais regarder devant, là j'ai... Hop, peut-être quelques cartes quand même ici. Alors... non plus... Non plus... Alors... Hop, on va rien trouver là. En fait, je cherche la dernière marque réelle, à part la marque Conspiration Psycorp là. Alors, la marque Conspi, on n'en parlera pas trop parce que bah, j'ai pas de deck qui tourne autour de ça. J'ai peu de cartes dans les derniers sets. Vous avez vu par exemple Shadow Warfleet là, 2 Strife Mark, il a 25, ça veut dire qu'il tape à 29 quoi. Très très violent. Oui, je disais donc il n'y a pas de trop d'intérêt à vous montrer aujourd'hui les marques de conspiration. Ça fonctionnera un peu de toute façon comme les autres marques, notamment comme la marque de Doom que je suis en train de chercher désespérément. En fait, la Doom marque, elle a ce logo là. Le logo en fait en bas à gauche, c'est la main de Londo comme ça dans du feu. Voilà. Donc, en fait, ce logo là, c'est ce que ça représente. Ah ben voilà, on la voit ici, vous voyez, sur cette carte, c'est ce que je voulais vous trouver, la petite main dans le feu là. Donc ça c'est une marque qui apparaît par exemple sur un conflit, mais ça peut clairement arriver en fait sur autre chose, hein, par exemple sur un personnage ou sur n'importe quoi d'autre finalement. Alors les Doom marques, c'est généralement quelque chose qui est plutôt un peu négatif. Vous voyez par exemple là à la fin, si vous ratez donc le conflit, votre ambassadeur gagne une Doom marque. Alors les Doom marques, comment dire, c'est un peu comme les Destiny marques, c'est-à-dire que tout seul ça sert à rien. Mais les cartes qui influencent en fait, c'est-à-dire qui déclenchent finalement des effets en visant quelque chose qui possède une Doom mark, c'est plus généralement des effets négatifs. Contrairement justement à la Destiny mark qui propose en fait d'avancer quelque chose sur un personnage, sur un announcement, sur une flotte. Là, la Doom mark en fait, elle vous fait une sorte d'épée de Damoclès au-dessus de votre tête. Et si jamais voilà, vous avez un adversaire qui a une carte spécifique avec bah voilà, cibler une personnalité avec une Doom mark et bim, vous lui faites ça, bah voilà, la plupart du temps c'est plus le cas. C'est donc eh bien, des choses qu'il faudrait un petit peu éviter. Voilà, un petit strife mark ici que ça vous rajoute par exemple, vous voyez. Donc voilà, c'était juste pour vous parler un petit peu de tout ça. Ça c'est la première partie de vidéo que je voulais vous faire sur les marques. Donc vous avez vu, rien de compliqué, il suffit juste de lire les cartes, et quand ça fait appel à une marque de telle ou telle sorte, eh ben, ça c'est aussi une petite rare. Il faut avoir du technomage, hein, de toute façon, pour pouvoir la jouer. Eh bien, voilà, faut juste lire à quoi ça correspond. Je finis juste de regarder un petit peu, là, je le fais avec vous, hein, de toute façon, si ça vous intéresse, regardez un peu quelques cartes. Bon, il y a souvent les mêmes, hein, parce que dedans, il reste des Enco et des communes, surtout. Parce que j'ai extrait déjà les cartes intéressantes, voire les rares, pour les mettre un petit peu de côté. Je le fais pas tout le temps, mais bon. Celle-là, par exemple, je l'ai un double. Voilà, donc là, on n'a plus grand-chose à dire sur les marques. Je crois ne pas avoir oublié quoi que ce soit concernant les marques. Et voilà, donc là, c'était juste pour parler de ça. Vous voyez, en plus, c'est très court, ça a fait une petite dizaine de minutes d'explication. Mais c'était important quand même. Je suis en train de me poser la question de qu'est-ce qui a pu être pas très clair dans la longue vidéo de règles que j'ai produite. Et je suis en train de repenser un petit peu en définitive, parce que je pense que vous avez compris, hein, pour acheter, vous dépensez de l'influence, vous tournez quelqu'un, vous mettez en jeu, voilà, ça c'est facile. Par contre, ce serait plutôt pour les conflits qu'il faudrait revenir un petit peu à la charge, pour essayer de mieux comprendre comment ça se déroule. Ce que je vous propose, c'est de faire une petite parenthèse sur un conflit qu'on va prendre au hasard et revoir un petit peu comment gagner un conflit, soit en l'opposant
soit eh bien, en le supportant, et en parallèle faire une petite baston pour revoir vraiment comment on inflige en fait des dégâts et à quoi ça sert. Alors, comme là j'ai qu'un seul playmat, attendez, je vais relever un petit peu, boum, je sais pas si j'arriverai à relever, hop là, bon, c'est pas bien, mais bon, voilà. Comme j'ai qu'un seul playmat, bah, on va prendre un deck à côté, ce sera le deck Minbari, voilà, et on va s'en servir. Donc là, on va pas regarder parce que évidemment j'ai pas assez de place, mais c'est juste un décor arrière, hein, parce que je trouve que sur la table noire ça ressort pas très bien. On va faire en fait un exemple de conflit. Je vais dégager donc les jetons de thunes, donc l'influence. Ça va nous faire gagner un petit peu de place. Et puis je sais pas si je pourrais peut-être. Ouais, non, j'ai pas beaucoup de place, hein. J'essaie de monter ça comme ça. Alors, on va mettre Londo à sa place puisque il est ici, par exemple. On va dire, on va jouer un conflit là, une impasse. Donc c'est un conflit d'intrigue. Donc s'il est réussi, eh bien il n'y a pas de tour d'action le prochain tour. Donc ça c'est très très handicapant quand même, surtout si un adversaire qui veut gonfler rapidement en influence, ça l'empêche de le faire. Et si on réussit de 5 ou plus donc d'influence, puisque ça, 5 ou plus de diplomatie, je vous ai dit c'est un conflit d'intrigue, c'est n'importe quoi, un conflit de diplomatie, pardon. Si je réussis donc de 5 ou plus ce conflit de diplomatie, eh bien je gagne plus 1 d'influence. Ici évidemment, voilà. Donc on va prétendre que c'est ici. Là on va dire que lui est en haut avec Vir, notre cher Vir. Et en bas on va mettre qui un agent Centauri. Et puis je pense qu'on est bon là. Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un petit exemple, pas trop gros. Et puis un capitaine ambitieux, voilà. Tac, et ça je mets ça de côté. Donc là, il faut bien respecter le truc. Ici, c'est bien du supporting row. Attendez, je bouge un petit peu. Voilà, ici, donc supporting row. Donc ils sont ici, ceux-là, on va dire ça comme ça, hein, c'est complètement un exemple arbitraire. En haut, ils sont vraiment ici, là, sur l'inner circle avec l'ambassadeur. Et le conflit, il est ici. En face, on va avoir... Bon, je vais les mettre comme ça, histoire qu'on les voit mieux. Mais il faut imaginer que l'adversaire, il est en face de vous, évidemment. Et on va dire qu'il y aura, je sais pas, moi... Je prends vraiment au hasard, hein. Tac. Voilà, et puis lui qui est derrière. Voilà. Donc là en fait, Edron là-haut là, je vais vous le montrer, celui-là, on va considérer qu'il est dans le supporting row, donc dans la ligne du dessous ici là de mon adversaire, c'est-à-dire qu'il ne sera pas dans son inner circle. On va décider que tous ceux-là sont dans l'inner circle, et lui il est en arrière par exemple. Tac, voilà. Alors, donc lors de la phase de conflit, eh bien j'avais lancé le conflit. Mon adversaire, admettons, de son côté, il n'avait pas lancé de conflit. Du coup, là, le tour d'action, voilà, on va dire que j'avais posé ça, lui, il en avait posé un autre, ou il a promu celui-là ici, etc. Bon, on s'en fiche. Là, c'est une situation où, grosso modo, on est dans un tour, et on va essayer de, moi, supporter mon conflit. Ça veut dire que je dois amener de la valeur diplomatie, étant donné que c'est bien un conflit diplomatique. Tandis que mon adversaire, lui, il va opposer le conflit pour m'empêcher de le gagner. Pourquoi? Parce qu'il ne veut pas, par exemple, qu'il n'y ait pas de tour d'action le tour prochain. Ou encore, il ne veut pas me laisser gagner de 5 ou plus, parce qu'il voit que j'ai pas mal de diplomatie, et eh bien, il me laisser gagner donc 1 d'influence. Ça, il veut pas non plus. Donc il vient pour pouvoir éviter au moins que je gagne mon influence. Donc il va essayer, voilà, de faire que la différence entre lui et moi soit de moins de 5, par exemple. Donc, comme je suis le premier, je vais engager les hostilités, mais je suis pas obligé, hein, c'est mon adversaire qui peut lui-même dire, bah voilà, en première action, je viens ici dans le conflit. Moi, je vais dire que, eh bien, vous avez vu ici, là, j'ai des personnes, mais qui n'ont pas beaucoup de diplomatie. Donc, je vais dire, Lando, eh bien, il va se... attendez, je regarde un peu ce qu'elle a, elle. Oh là, elle a 6. Eh ben... Donc, la vache. Peut-être mettre quelqu'un d'autre aussi en plus dans mon exemple, parce que sinon Lando va se casser les dents, un truc sévère, on va mettre Kiro en plus. Voilà. Mais justement, Kiro, qui est dans mon supporting area, eh bien, il a donc 5 de diplomatie, et il dit, moi je vais soutenir donc supporter donc le conflit ici.
Donc, soit vous mettez eh bien un jeton, soit vous mettez en fait ici un dé, vous savez, avec le plus et le moins si vous avez le playmat, sinon vous le mettez en face. Moi, quand j'avais pas les playmats, je mettais en face, comme ça mes personnages qui soutiennent ou pas. Par contre, faut pas oublier, faut pas gruger, du coup, faut pas tricher, il faut se souvenir quel personnage était bien en support et les autres en inner circle. Donc voilà, on va dire que il se tape pour pouvoir apporter donc 5 de diplomatie. Pour l'instant, il y a 5. Délène, elle aime pas ça. Délène, elle aime pas ça, et elle a 6, vous avez vu, de diplomatie et 3 de leadership. Donc le leadership, lui, elle, pardon, ça va pas lui servir. C'est vraiment la diplomatie qu'elle va faire. Donc ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va non pas opposer le conflit avec 6, c'est-à-dire que moi j'aurai 5 et elle 6, c'est-à-dire que là pour l'instant elle gagne de 1 de différence, mais elle va préférer m'agresser. C'est-à-dire que là elle peut produire, à la place de faire juste un support, elle va plutôt produire une attaque. Donc là, quand elle attaque, elle le dit. Donc là, mon adversaire me dit, bah, je t'attaque avec Délène sur Kiro. Donc là, ce qui va se passer, c'est qu'on va comparer un peu leurs forces, leurs valeurs de diplomatie. Elle a 6, lui, il a 5. Donc, il arrive à moins 1. Et ce qui se passe, c'est qu'on va regarder ici si eh bien, il a quelque chose à 6 ou supérieur, et non, 5 c'est sa plus grande valeur. Du coup, eh bien, toutes les autres valeurs vont prendre 6 dans la gueule. Vous voyez? Mais comme la plus grande valeur qu'il a, c'est 5, on fait 6 moins 5 égale moins 1. Du coup, elle l'a attaqué. Kiro, qui était engagé en support, du coup, bah, ne supporte plus. Et il est comme ça. Et en gros, ça veut dire qu'il est neutralisé. Mais en plus d'être neutralisé, il a donc 6 moins 5. Enfin, 5, pardon. Moins 6, ça fait donc moins 1. Et du coup, il a neutralisé plus eh bien, une blessure. Donc, attention, là on en parle tout de suite. Si les personnages que vous avez dans la ligne arrière, dans le supporting row, et pas dans l'inner circle, mais bien dans le supporting row, ils finissent un tour, c'est-à-dire qu'on termine en fait notre tour d'action, on regarde la résolution des conflits, on fait la draw phase. Ça, s'ils n'ont pas été soignés, eh bien, tous les personnages neutralisés ou sévères injuriés, je sais pas comment on peut dire ça, avec des blessures sévères, ça ce sont des compteurs de blessures sévères, eh bien, tous les personnages du supporting row de chacun d'entre nous, lui ou moi, eh bien, vont mourir à la fin du tour. Donc parfois vous avez des cartes qui viennent pour pouvoir healer, donc pour pouvoir soigner, ce qui vous évite parfois de perdre les persos derrière. Mais voilà en fait le gros drame de ce jeu, c'est que plus vous laissez derrière des personnages eh bien, dans le supporting row, plus s'ils se font blesser du coup et que vous ne pouvez pas les soigner, vous avez joué des gens pour rien parce qu'ils vont disparaître en fin de tour, ils seront morts définitivement. Donc on va continuer notre conflit sampler là. Donc Délène, elle ne se rajoute pas en opposition à mon conflit. Là j'avais 5, j'ai 0 maintenant, puisque lui il est neutralisé avec une blessure. Délène, elle n'a pas donc opposé, elle a juste attaqué, donc elle ne rajoute pas ses 6 à la diplomatie ici. Donc c'est à mon tour. Et je vais décider par exemple... Donc Vir par exemple, il pourrait se taper pour dire que Londo va gagner plus 1 dans toutes ses valeurs. Mais c'est pas intéressant puisqu'il a quand même 2 de diplomatie. Donc soit je l'incline lui pour faire 2 de diplomatie dans mon conflit, soit je fais ça pour que lui ait plus 1. Donc autant faire Vir comme ça. Donc du coup, comme Londo a un petit peu peur, effectivement, il va demander à Vir de faire une inclinaison, voilà, enfin disons qu'il va se commit en diplomatie, pour ajouter donc ces 2 de diplomatie. Donc voilà, je mets 2 dans la pile positive de diplomatie. Donc pour l'instant, je gagne. En face, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ben, là, il y a Edron qui est derrière, il a 6 de diplomatie et 3 d'intrigue. Donc 6 de diplomatie, il se dit, j'aime pas Vir, donc je vais me taper pour faire une attaque sur lui. Ah oui, ils sont belliqueux les Minbari aujourd'hui. Donc il va lui faire donc 6 sur sa plus grande valeur, donc qui est en plus celle, enfin 6 sur la diplomatie, pardon, qui en plus est sa plus grande valeur. Et bien donc ça lui fait du moins 4. Donc ce qui se passe, c'est que il se tourne, comme ça. Il a fait 2 moins 6, ça fait bien moins 4. Donc Vir, de nouveau, comme lui, eh bien, il est neutralisé et il va avoir donc moins 4 sur lui. Et Edron, comme Vir avait 2 de diplomatie,
eh ben, Hedron va prendre 2 dans la gueule. Voilà. Donc, qu'est-ce qui se passe quand on a un perso qui a pris des dommages, mais qui n'est pas neutralisé. Neutralisé, ils peuvent plus rien faire. Ils peuvent même plus se faire attaquer par quelqu'un, d'ailleurs. Mais qu'est-ce qui se passe? Il se passe que, tout simplement, ça va réduire toutes ses stats du nombre de blessures qu'il a dessus. Par exemple, Hedron, maintenant, n'est plus qu'à 6 moins. Les deux, là, ça fait 4, et 3 moins. Les deux, là, en intrigue, ça fait 1. Donc c'est un 4-1, maintenant. Voilà. Bon, les Minbari attaquent énormément. Ici, vous avez vu, j'ai plus de diplomatie à part Londo, donc Londo va dire, bah moi je vais tenter voilà, de soutenir en fait mon conflit. Donc là, il ajoute 4, parce qu'il a 4 de diplo. Et en face, qu'est-ce qui va se passer? Bah là, il y a le War Leader Shakiri. Lui, il a 6. Donc il dit, même si c'est un mec de la Warrior Caste, il dit, bon allez, vas-y, je vais essayer de gagner le conflit, je vais pas attaquer Londo. Donc il ajoute 6 de son côté, donc moi j'ai 4, lui il a 6. Moi je décide par exemple de ne rien faire parce que j'ai plus rien à taper, étant donné que ceux-là ne peuvent pas faire de suivi en fait dans un conflit diplomatique comme ils n'ont pas la caractéristique diplomatie. Et ici là, on en a encore un qui a 3 Minbari Head. Il va se taper pour dire bah moi aussi, donc 3 plus 6 ça fait 9. 9 moins 4 ça fait 5. Donc eh bien mon conflit, je n'ai pas réussi à le gagner. Il a été gagné en fait par mon adversaire. Donc là par exemple, là il se passe rien parce que du coup la carte ne dit pas qu'il faut inverser les effets si c'est l'adversaire qui gagnerait. C'est juste que ben il a gagné, il a empêché que moi je gagne. Il aurait très bien pu ne pas d'ailleurs engager celui-ci voilà, dans le conflit, il pourrait très bien pu le laisser. Il m'a juste empêché de gagner avec le War Leader Shakiri, ça l'a suffi. Voilà. Et voilà, donc ça c'est pour montrer que certains conflits, les effets sont précis si vous gagnez, ou si vous perdez, ou si vous gagnez ou vous perdez, et d'autres conflits peuvent vous dire aussi, bah, si vous gagnez, il se passe ça, si vous gagnez de temps, il se passe en plus ça, mais si jamais c'est pas vous qui gagnez, bah vous inversez les effets et c'est votre adversaire qui va gagner ça à votre place. Là, c'était pas le cas avec un pass, mais voilà, ça aurait pu être autre chose. Fin du tour, qu'est-ce qui va se passer? Bah ici, là, le bonhomme qui est là, il va mourir. Si c'est l'exemple où, voilà, là, vous voyez, j'ai pas pu avoir de carte, par exemple, pour le soigner, des cartes de ma main, hein, des événements, par exemple. Donc cette carte-là, bah, elle meurt. Kiro est mort. On le retire, en fait, du jeu. Et là-haut, par exemple, Hedron, bah, lui, il est pas mort, mais c'est juste qu'il est complètement nerfé de moins 2 sur toutes ses stats. Et voilà. On ne peut pas attaquer une personne qui est neutralisée, par contre on peut toujours attaquer une personne qui s'est inscrite dans un conflit, qui est blessée. Voilà. C'est de sa faute après, hein, s'il vient ou pas. Mais du coup, ce qui va se passer, c'est qu'à la prochaine ready phase, donc là on regarde la fin des conflits, on pioche nos cartes, et ensuite, eh bien, on redresse donc tout le monde. Voilà. Pour le prochain tour, donc ça part aussi. Et pour le prochain tour, en fait, vous allez dire, mais oui, mais dans ce cas-là, comment faire pour soigner autrement qu'en ayant des cartes? Ah ben, on peut le faire, on peut soigner, mais ça peut être très long. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand une personne comme lui, par exemple, vire, il est neutralisé et qu'il a donc un certain nombre de sévères damages sur lui, il va devoir s'incliner pour soigner un sévère damage. Vous avez vu? Donc ça veut dire que potentiellement, vous avez eu un tour. Et ensuite, il va se passer le tour. À la prochaine ready phase, il va pouvoir le refaire une nouvelle fois. Enfin, vous voyez, ça peut être très 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 long. Donc c'est bien des fois de vous mettre une petite carte ou deux comme ça dans votre deck si vous comptez aller à la castagne pour aider à soigner plus rapidement. Par exemple, je paye tant d'influence, je soigne tant de points. C'est d'ailleurs exactement la manière de faire pour tout ce qui va être les flottes. Donc là, je ne vais pas remontrer un exemple entier, hein, parce que sinon ça va faire une vidéo trop longue, mais en gros, les flottes, qui sont toujours, elles, dans le support, ici, quand elles viennent se tabasser, par exemple, en militaire, il y a des gens qui peuvent d'ailleurs les aider, si vous avez des personnes qui ont du leadership, vous mettez dans le vaisseau, et puis ça lui fait augmenter son militaire du nombre de leadership qu'il a, par exemple. Eh bien, les flottes, elles peuvent se faire aussi casser la gueule. Et du coup, il se passe exactement la même chose, sauf que comme les flottes ne peuvent jamais monter dans l'Inner Circle, en gros, soit vous prenez du temps pour les réparer, à raison de 1 influence, je crois, je sais plus, on va regarder, on va vérifier,
pour chaque point de dommage. Soit si une flotte, bah, elle est neutralisée et elle a des sévères dommages dessus. Si à la fin du tour vous n'avez rien joué de votre main, par exemple des cartes d'événements spéciaux qui pourraient servir à soigner des dommages sévères, des sévères damage, et ben de toute façon les flottes elles sont cassées. Voilà, elles partiront de base. Donc attention, les flottes, c'est beau, c'est bien, ça soutient de... ça sert à, par exemple, à aller coloniser des planètes ou à aller casser la gueule aux factions adverses. Ça coûte cher, donc si vous laissez les péter, ben, à la fin, rapidement, vous allez pouvoir voilà, perdre votre argent et donc votre influence, parce que c'est compliqué de les soigner, voilà, de les réparer. Donc, juste petit aparté en plus, si jamais, par exemple, ça a été C'était Londo. Par exemple, Londo, soit il a eu, je sais pas moi, 2 dommages, mais il est pas neutralisé. Ou même le pire, parce qu'un ambassadeur ne peut jamais être tué de toute façon. Le pire, il est neutralisé, et il a, je sais pas moi, 5 sévères dommages. Vous voyez là, il a 5 sévères dommages. Donc Vir, il était là. Vir, on va dire qu'il avait eu en même temps un dommage à un moment donné. Voilà. Ce qui se passe, qui est assez sympa, c'est qu'il y a une règle qui fait que vous pouvez tourner tout le monde dans votre inner circle. Ça, c'est une action que vous pouvez faire dans votre tour. Si vous tournez tout le monde dans votre inner circle, y compris l'ambassadeur qui est en problème, eh bien vous allez automatiquement soigner l'ambassadeur qui enlèvera donc tous ses severe damage, ses severe tokens, quoi, et puis il sera plus neutralisé. Ça veut dire que vous allez pouvoir le remontrer face ouverte. Voilà, tout simplement. Donc c'est là où je voulais en venir. Je vous demande un instant. Hop là, voilà. J'ai récupéré même ma petite règle, j'avais pas à proximité. On va vérifier ce que je vous disais pour les flottes ou les locations. Donc les locations, c'est les planètes. Hein. You rotate the card on apply one influence per damage to you. Voilà, ça per action does not neutralize the flat or location. Alors attention, voilà, c'est ça. Il y a... c'était pas très clair tout à l'heure. Admettons, le Minbari, donc là je suis sans Tori, mais l'exemple est fini. Le Minbari a une flotte ici, et elle s'est fait casser la gueule de 3. 3 de militaires, une petite flotte qui l'a attaquée, voilà, elle avait 10. Elle avait combien 10, bon ouais, c'est pas trop grave, elle est là encore. En tant qu'action, vous pouvez réparer en fait ça en l'engageant, par contre il faut l'engager. Donc ça sera par exemple le tour d'après, hein, quand elle se sera détapée, voilà, en action vous pouvez donc l'engager. Et vous allez payer donc 1 d'influence pour chaque dommage que vous souhaitez retirer. Par exemple, là, il y a 3, je peux très bien payer que 1 ou 2, si je veux réparer que 1 ou 2. Ou alors je peux payer 3 d'influence, sur mon tracker d'influence, pour pouvoir la réparer de 3. Voilà. En revanche, si jamais la carte de flotte a été endommagée à tel point qu'elle est donc neutralisée et avec des dommages sévères, et bien là, vous ne pouvez pas soigner des dommages sévères, et même si elle a été juste neutralisée, c'est-à-dire que quelqu'un l'a attaqué, par exemple là, c'est une flotte à 10, quelqu'un l'a attaqué à 10 de militaire, donc elle tombe à 0, elle est donc neutralisée, mais pas de sévères dommages, vous pouvez pas non plus dire que vous la réparez, parce que vous voyez, la plupart du temps, quand vous attaquez, quand vous vous êtes fait attaquer, c'est que vous êtes allé dans un conflit, ça veut dire que vous l'avez commit comme ça. Donc, il faut bien se souvenir de ça, vous ne pouvez donc réparer une flotte qu'en la tournant, en la rotant comme ça, en la tapant, et quand il y a des sévères dommages, mais sur sa face ouverte. Si elle est neutralisée, c'est plus possible. C'est pour ça qu'il y a des cartes que vous pouvez intégrer dans votre jeu pour pouvoir soigner des sévères dommages. Voilà, que ce soit sur les flottes ou même sur les personnages. Hein, voilà. Bah écoutez, je pense qu'on a fait le tour. Je veux pas que ce soit non plus une vidéo super longue, c'était vraiment un petit appoint voilà, sur le fonctionnement voilà, des conflits, support, oppose, du coup quand il y a quelqu'un qui est dedans, bah, on peut venir l'attaquer, etc. Voilà, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à poser des questions si vous avez des points un peu pas très clairs, mais je comprends qu'il y ait peu de personnes qui, qui s'intéressent trop à ce jeu-là, parce que c'est vrai que tant qu'on l'a pas essayé, et surtout qu'on n'est pas très intéressé par l'univers en fait de Babylon 5, bah on n'a pas moyen voilà, de le tester juste comme ça, on se lève pas en matin en disant tiens, je vais me commander du Babylon 5 ou je vais trouver de quoi y jouer. Voilà, c'est pas comme d'autres jeux où vous vous dites bon bah je rentre dedans tellement facilement que voilà, je peux poser ma question quand je veux. Mais voilà, je voulais juste encore une fois documenter un peu les règles. Il y a encore quelques points de règles, il faudra que je refasse le bilan de choses qui sont peut-être pas encore très claires
vis-à-vis de ma première vidéo. Mais si tel était le cas, je pense qu'il faudrait relancer une partie pour que ce soit plus facile tout simplement à détailler. Puis la prochaine fois, du coup, je prendrai des notes pour savoir de quoi on pourrait vraiment, vraiment parler. En tout cas, ben, j'étais super content de ressortir encore un petit peu là, les decks sur une table propre avec un beau playmat. Parce que, ben, mine de rien, le CCG, même si bah, la plupart du temps, hein, c'est quand même du jeu qu'on fait à au moins 2 ou plus. Euh, Bah, comme je suis, bah, voilà, j'ai personne avec qui jouer, hein, on va dire ça comme ça. Bah, c'est pas grave, j'aime bien en parler, j'aime bien animer un petit peu tous les débats autour de ces jeux-là. J'aime bien profiter aussi de cette petite plateforme numérique pour pouvoir proposer voilà, ces jeux méconnus. Et puis, bah voilà, pour éviter de faire des vidéos trop inintéressantes ou voilà, juste avec mon blabla, le mieux ce serait vraiment que j'arrive à filmer plus souvent des parties, hein, tout simplement, je crois qu'il n'y a pas à dire. Voilà. En tout cas, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Je vous retrouve très bientôt donc pour un dossier sur Babylon 5 CCG ou sans Babylon 5 CCG. Portez-vous bien et à la prochaine. Allez, ciao!